Attention à ne pas réduire les relations humaines à de simples algorithmes. Mise en garde samedi dernier du pape François contre le danger des réseaux sociaux. Les RS qui créent toujours, selon le Saint-Père, un faux sentiment d'appartenance, en particulier chez les jeunes, qui peut, dit-il, conduire à l'isolement et à la solitude. Comme remède, François préconise donc une culture de la rencontre authentique, y compris ceux avec lesquels nous sommes fortement en désaccord. Voilà, ça c'est le point de vue du Saint-Père. Mais comment les réseaux sociaux sont-ils en train de changer les relations humaines ? Tentative de réflexion et de réponse avec nos invités autour de cette table. Aujourd'hui, Sylvie Choqueron. Bonjour Sylvie. Bonjour Marie-Ange. Ravi de vous retrouver, vous qui êtes toujours directrice de recherche au CNRS, responsable de l'Institut de neuropsychologie, neurovision et neurocognition à l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild à Paris. On peut mentionner également la sortie en poche de votre ouvrage, comment peut-on dire, roman ? Non, c'est plutôt un récit. Un récit, voilà. Une journée dans le cerveau d'Anna, qui était chez Erol, mais qui est édité en poche cette fois. Benjamin Perrier. Bonjour Benjamin. Bonjour Marie-Ange. Alors, qui est venu cette fois non pas en super papa, mais en super auteur des réseaux sociaux. On apprend, on comprend, on discute avec nos ados, donc chez Mango Édition. Pour le coup, vous avez publié, pour vous présenter, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, une vingtaine d'ouvrages. Voilà, vous êtes aussi bien spécialisé dans le parenting que dans tout ce qui concerne la jeunesse en général. Voilà, ce qu'on peut dire sur vous. J'ai oublié quelque chose ou pas ? Vous voulez qu'on rajoute Non, c'est bien pour commencer. Oui. On ne dit pas tout de suite. Et enfin, nous sommes en ligne avec le père Tanguy-Marie Pouliquin. Bonjour père. Bonjour à tous. Eh bien, on est ravis de vous entendre, vous qui êtes prêtre de la communauté des Béatitudes, professeur d'éthique à la Catho de Toulouse, directeur des études, enseignant-chercheur. Vous avez publié de votre côté une quinzaine d'ouvrages d'éthique et de spiritualité. Et on mentionne évidemment aujourd'hui Hyper connecté et libre, cet ouvrage qui est sorti il y a quelques temps, il y a en 2020, aux éditions des Béatitudes. Vous qui êtes un peu... Eh bien, vous avez un regard plutôt équilibré, on peut le dire, plutôt modéré, pondéré, Père Pouliquin, sur les réseaux sociaux, que vous ne diabolisez pas autant que le Saint-Père. C'est ça que j'allais vous demander pour commencer, au fond. Oui, alors tout l'enjeu, c'est construire quelqu'un de complet. C'est l'humanisme intégral, intégré. Le pape ne stigmatise pas forcément les réseaux sociaux. En bon jésuite, à la suite de Teilhard de Chardin, il fait le lien entre une humanisation intégrale et puis toute la technique doit être humanisée. Donc la question aujourd'hui, c'est en quoi la technique, les réseaux sociaux, le monde numérique nous aident à nous humaniser ou pas. Voilà, c'est une question d'éducation et donc de posture. Nous parlions d'éducation juste avant de vous entendre hors antenne avec mes deux invités sur place, Sylvie Choqueron et Benjamin Perrier. Effectivement, tout l'enjeu est là, Sylvie Choqueron. Humanité ou pas. En fait, c'est ça. J'étais très intéressée par ce que disait le père Pouliquin, parce que quand en neurosciences, on parle d'intégration, c'est plutôt qu'on veut dire par là que quand on est en relation avec quelqu'un, normalement, on est en relation totale avec lui. C'est-à-dire que c'est pas juste quelques mots, une série de caractères, c'est l'interaction complète avec cette personne. On perçoit ses gestes, ses mouvements, son intonation, ce qu'il exprime en dehors du message verbal, y compris, alors ça va vous faire sourire, sa sueur, parce qu'on a dans le cerveau un détecteur de sueur qui nous dit... On en apprend toujours 1000 fois plus qu'avant l'émission avec Sylvie Choqueron. On a un détecteur de transpiration qui nous permet de savoir si la personne transpire quelque chose qui exprime du bonheur ou de la peur. Vous voyez, c'est extrêmement complexe que notre cerveau fait à notre insu. Et toute cette question de l'intégration, on la retrouve justement dans ces interactions virtuelles, parce que finalement, il ne reste plus que le message explicite, verbalisé. Pour l'instant, en fait, la technique ne nous permet pas d'avoir le toucher, l'odeur, toutes ces perceptions-là. Et donc, du coup, j'étais très intéressée d'entendre cette question de l'humanisme intégré, parce que pour moi, justement, le déficit, en quelque sorte, d'un point de vue perceptif des relations virtuelles, c'est qu'on n'a pas une relation parfaitement intégrée, parfaitement complète avec l'autre. Ouais. Benjamin Perrier, vous diriez quoi, vous, par rapport à cette positionnement, par rapport à déshumanisation ou... Je reçois ce que vient de dire le père Pouliquin et Sylvie, qui sont deux facettes différentes, effectivement,
de parler des interactions des réseaux sociaux. Je ne peux que être d'accord avec l'humanisme que met en avant le Père Pouliquen et le déficit effectivement relationnel qu'on peut retrouver dans le fait que le spectre relationnel par lequel on passe sur les réseaux sociaux est beaucoup plus faible que de se rencontrer de vive voix. Mais moi, ce qui me pose problème fondamentalement, c'est pas tant ce qu'on en fait nous, utilisateurs de ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est plus de 4 milliards à utiliser les réseaux sociaux, ce qui fait quand même beaucoup de monde. Ouais. Le problème, c'est ce que les éditeurs de réseaux sociaux nous laissent en faire. Je vais vous citer un exemple qui va peut-être vous parler à vous qui êtes sur ce plateau, ou le Père Pouliquen qui est avec nous, ou les auditeurs. Quand Facebook a démarré en 2004, alors on ne s'est pas forcément tous jetés sur Facebook, mais quand on a commencé à interagir avec Facebook, moi j'avais cette habitude, peut-être que vous la partagiez, qui était que je faisais le tour des posts de mes amis. C'est-à-dire que par exemple, si je n'avais pas regardé Facebook de la journée, à 17 ou 18 heures, on dit scroller, mais je défilais mon écran en me disant, voilà, ah tiens, je me suis arrêté hier à cet endroit-là. Donc j'ai vu globalement ce qu'ont posté tous mes amis et ce que les pages pour lesquelles je me suis intéressé, j'ai signifié mon intérêt, ont posté. Aujourd'hui, c'est tout simplement et tout bonnement impossible. Parce que l'algorithme de Facebook, d'Instagram, de TikTok n'est pas là pour vous servir, vous, en tant qu'utilisateur de votre univers. Il est là pour générer de la rétention, c'est-à-dire faire en sorte que vous restiez le plus longtemps possible. L'objectif, il est là, il est très, très clairement là. C'est que vous, en tant qu'utilisateur, l'objectif de l'éditeur du réseau social, c'est de faire en sorte que vous soyez là le plus longtemps possible. Donc il va... Et ça marche. Et ça marche. Il y a il y a deux principes fondamentaux qui font que ça fonctionne. Il y a ce qu'on appelle en anglais, pardon pour les acronymes anglais, qui s'appelle le FOMO, le Fear of Missing Out. C'est l'idée, mais qui existait avant les réseaux sociaux, qu'on manque quelque chose. Le fameux lundi, t'es pas venu à la soirée, c'était génial. Ouais. Eh bien, sur les réseaux sociaux, il est décuplé, ce sentiment-là horrible de louper quelque chose. Et le fait que le défilement est infini, en fait. Vous pouvez défiler Instagram, Facebook, TikTok autant que vous voulez. Vous ne tomberez jamais sur un contenu que vous avez déjà vu. Ouais. Et ça a des effets psychologiques chez n'importe qui et chez les adolescents qui sont dévastateurs. Et des posts, donc comme pour rejoindre ce que vous disiez au début, ou faire un lien à ce que vous disiez, des posts qui ne viennent pas du tout, qui n'ont pas du tout été postés, publiés par des amis. C'est-à-dire que là, non. Ça dépasse par ce sont de non, sombres parce que inconnus. derrière, au final, on le sait, ce sont est... des algorithmes qui vont choisir pour vous en fonction de ce que l'algorithme, alors c'est un joli mot, mais enfin un joli mot, non, c'est pas très joli, mais c'est une espèce de notion très abstraite. Il y a des vrais gens derrière, mais... Oui, qui créent des algorithmes et dont l'objectif est de faire en sorte que vous soyez contenté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être contenté ? Ça, moi, je n'ai pas la réponse. Entre moi et moi, je ne sais pas qu'est-ce qui va me contenter. Mais eux choisissent à ma place. Et dans mon livre sur les réseaux sociaux, j'utilise l'exemple de la licorne. Si vous aimez les licornes, si vous likez des licornes, ça peut être des petits chiens ou des petits chats mignons, eh bien, le réseau social sur lequel vous interagissez en disant « j'aime bien les licornes » ou « je les déteste, donc je les regarde et je les commente », il va vous nourrir de licornes. Alors, les licornes, à la limite, ce n'est pas très grave, les petits chats non plus. Sauf que derrière, évidemment, si on se nourrit d'autres choses, ça peut avoir des effets, sur votre rapport social au monde qui complexifie beaucoup plus que de rester en lien avec des amis lointains physiquement. Alors le pape François a beau être jésuite, je ne suis pas sûre qu'il s'emballe pour les licornes, Père Tanguy-Marie Pouliquen. C'est pas évident de faire la part des choses. Alors d'autant plus, alors déjà quand on est adulte, on a l'impression d'être des enfants, vraiment des gosses, devant... cette espèce de scrolling irrésistible, c'est quand même terrible parce qu'on est tous concernés par cela, je pense, sauf Sylvie Choqueron. Alors Sylvie Choqueron, elle a une méthode bien à elle, nous en parlera certainement encore aujourd'hui parce que... Non, mais moi je suis un cas particulier parce que je ne suis pas sur les réseaux. Et voilà, donc, déjà, c'est peut-être le secret. Mais déjà la différence entre nous, c'est que je ne l'ai jamais été. Mais sauvez-nous, Père Tanguy-Marie Pouliquen, on a besoin de vous là, on est un peu perdus, on fait comment en fait ? Alors moi je voudrais rebondir sur Allez-y. ce que c'était dit précédemment, il faut savoir que d'un point de vue sociologique, on rentre dans une nouvelle étape du capitalisme, ouais. C'est un capitalisme de l'information, c'est le capitalisme
de l'intelligence, une sociologie de l'information qui va être construite sur la captologie, c'est-à-dire la capacité de capter votre esprit pour, d'une certaine manière, vous enfermer, vous attraper et vous mettre dans un effet de bulle pour vous vendre, comme dans une chambre d'écho, ce que vous avez cherché sur Internet. Les grands du numérique, que ce soit les Chinois BTAX ou les GAFAM, ils connaissent exactement tout ce que vous avez fait. Donc, il y a une sorte de prisme, une sorte de tamis, et à la fin, on vous fait des propositions. Donc, ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que, on vous suit, une société de contrôle marchande vous suit, et va essayer de capter votre esprit, alors que d'un point de vue chrétien, dans cet humanisme intégral évoqué au point de départ, l'esprit, c'est pas tant cette construction sociologique mentale qui fait que vous êtes un objet marchand à acheter et puis à vendre. Non, c'est cette capacité d'être relié à une profondeur qui est de nature de grâce. Vous êtes unique, donc vous n'êtes pas un produit uniformisé ou uniformisable qu'on va vous vendre. Non, on est unique. Et la qualité de la rencontre, de la relation, c'est deux personnes uniques qui se rencontrent. Et alors, vous voyez, la culture de la rencontre, pour le pape François, selon ses expressions, elle se passe. Alors, on a parlé de sentir la sueur de l'autre, hein, mais vous voyez, regarder, accueillir, écouter, discerner où en est l'autre, le rencontrer et ainsi créer de la vraie fraternité. On n'a pas envie d'être un pion au service du capitalisme et pourtant on l'est tous plus ou moins, sauf vous, Sylvie Chocron, pardon. Mais vous vouliez rebondir à ce qui a été dit comme moi. Certainement. Bravo d'ailleurs. Non, en fait, je pense que ce que Benjamin disait, c'est que au départ, les gens qui utilisaient les réseaux et avaient l'impression d'être actifs. Ouais. Ils avaient l'impression de s'intéresser à des gens qui comptaient pour leurs eux. copains, quoi. Ouais. Alors qu'actuellement, les gens qui sont sur les réseaux sont complètement captifs, comme le disait le père Pouliken, et passifs. Et ça, c'est extrêmement problématique parce que normalement, dans l'interaction sociale, on est véritablement actif. Il y a d'une part la part consciente de notre cerveau qui interagit avec l'autre. On dialogue, on le regarde, on s'intéresse à lui, on le renifle, on pourrait dire quasiment. On perçoit tous ses gestes, etc. Et puis, il y a la part aussi inconsciente, c'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte, mais il y a une forme de contagion émotionnelle. Si la personne en face sourit, on sourit, etc. Donc, il y a tout un tas d'interactions réelles, actives, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, qui font que quand on est en interaction avec quelqu'un, on dit qu'on est véritablement sur la même longueur d'onde parce que les deux cerveaux se synchronisent. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une expression. C'est fou ce que vous racontez. Là, nos cerveaux sont synchronisés. Pendant que je suis en train de discuter avec vous, et de fait, on est face à face, mon cerveau est en train de s'aligner sur l'activité électrique de votre cerveau. C'est hallucinant ce que vous racontez. Et bien le père Pouliken, un peu moins. Pardon, père Pouliken, mais on analyse. Et évidemment, nos cerveaux s'alignent d'autant mieux qu'on est face à face, parce que j'ai parlé de la transpiration, mais il y a plein d'autres indices que les gens ne connaissent pas. Par exemple, pendant que je vous parle, si ce que je dis vous intéresse, votre pupille se dilate. Et mon cerveau perçoit que votre pupille se dilate. Dingue. Bien sûr. Et donc, quand les gens ont beaucoup souffert sur Zoom, ou quand les gens se plaignent de la qualité des interactions sur les réseaux, ils se plaignent finalement du manque d'informations sensorielles qu'on a normalement à notre insu. Et donc finalement, ce manque, cette douleur qu'on ressent de ne pas pouvoir, par exemple sur Zoom, pourquoi est-ce que c'est si difficile ? Parce que sur Zoom, vous ne savez pas qui vous regarde. Alors ça, c'est déjà un manque énorme. Les gens regardent, mais vous ne savez pas si c'est vous qui les regardent. Et donc cette absence de contact visuel, finalement, elle réduit la libération d'une hormone qu'on appelle l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement. Et donc, quand on se regarde, qu'on se parle, que mon cerveau s'aligne sur le vôtre, que mes pupilles perçoivent que votre pupille se dilate, etc., on libère toutes les deux ou tous les trois de l'ocytocine, qui est une hormone de l'attachement, de l'amour, de l'affection. Et voilà pourquoi on a une vraie interaction. Est-ce que sur les réseaux, ces relations virtuelles, on peut les appeler de véritables interactions ? Je pense que ce sont des interactions différentes. Alors, je ne vais pas dire qu'elles ne servent à rien,
Parce que Dieu sait que pendant le Covid et pendant le confinement, on s'est rendu compte à quel point Ça nous c'était a un peu sauvés. important d'avoir quand même des liens, de faire des apéros par Zoom, d'appeler nos amis. Évidemment que c'est très important quand on n'a rien d'autre. Mais comparé à des interactions réelles, pour l'instant, notre cerveau est fait pour interagir de manière réelle. Et la seule chose sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'on sait maintenant que plus les gens, et plus en particulier les adolescents, ont des relations virtuelles, moins ils ont de relations véritables réelles. Ça, c'est prouvé ou est-ce que c'est vraiment prouvé ça, Ah oui, Sylvie? c'est véritablement prouvé. D'abord Oui, parce c'est que... prouvé, c'est prouvé, oui. Merci, Père Pouliken. D'abord parce qu'il faut du temps pour avoir en même temps des milliers d'amis virtuels et des relations réelles. Et puis aussi parce que peu à peu, les adolescents perdent l'habitude d'être en face à face. Il y a même des adolescents qui développent, on va pas dire une phobie, mais une gêne terrible à être réellement en face à face avec un autre adolescent. Parce qu'il y a finalement l'interaction réelle, on la désapprend, elle se désautomatise. Les gens prennent l'habitude de communiquer virtuellement et ils perdent l'habitude de communiquer réellement, surtout ceux qui sont natifs de toutes ces technologies, c'est-à-dire des gens beaucoup plus jeunes que nous. Totalement édifiant. Comment les réseaux sociaux sont-ils en train de changer les relations humaines? Heureusement qu'il y a Frédéric Chopin, par-ci par-là, valse numéro 6, tout de suite un Ré bémol, opus 64. À tout de suite. Et voilà pour Frédéric Chopin sur Radio Notre-Dame et sur RCF à l'heure où nous parlons de ces réseaux sociaux. Sont-ils en train de changer, de broyer les relations humaines? Eh bien, nous nous posons cette question. Sylvie Chocron est avec nous, directrice de recherche au CNRS, notamment responsable de l'Institut de neuropsychologie, neurovision et neurocognition à l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild à Paris. Le père Tanguy-Marie Pouliken, qui s'est beaucoup intéressé justement à ces hyper connectés et libres que nous devrions être, j'espère, devenir en tout cas un jour, publié aux éditions des Béatitudes, et le père Benjamin Perrier, le père de famille, le papa Benjamin Perrier, qui a publié les réseaux sociaux et les jeux vidéo aux éditions Mango. Il préfère encore... s'il y avait un classement à faire, les jeux vidéo passent encore, mais les réseaux sociaux, c'est une catastrophe. Me disiez-vous, Benjamin Perrier, effectivement, peut-être a fortiori au moment de l'adolescence où nous nous construisons, disait à l'instant Sylvie Chocron. Hein. Oui, alors pour parler de mon expérience personnelle en tant que papa, très rapidement, parce qu'elle n'est intéressante que par moi, mais effectivement, je suis beaucoup plus... avec ma femme, parce qu'on est deux, on fait beaucoup plus attention, on circonscrit beaucoup plus les réseaux sociaux à nos enfants, nos deux garçons, plutôt que les jeux vidéo. Enfin, pour faire simple, mon fils, le plus grand, n'a eu accès à Instagram et rien d'autre qu'à partir du moment où il est rentré au lycée, c'est-à-dire il y a quelques semaines. Et avant, c'était pas question, voilà. En revanche... Comme quoi on peut le faire, hein, bravo. Voilà. Oui, mais c'est pas très compliqué. Je sais pas, je pense qu'il y a déjà la première notion, même si en tant qu'adulte, je suis sur les réseaux sociaux et je m'efforce de l'être raisonnablement. Je pense qu'il y a aussi une notion d'exemple. Si je passais ma vie, bien que je passe à mon goût beaucoup trop de temps, alors il y a un effet culpabilisant, je sais que c'est en plus très compliqué à gérer, cet effet culpabilisant que donnent les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, on est aspiré, on regarde le temps, on se dit voilà, je viens de passer une demi-heure à quoi? À rien, à des mini-satisfactions, que je donne à mon cerveau, des espèces de mini-boosts comme ça de satisfaction qui m'amènent pas grand-chose. Et voilà, comme si j'avais passé du temps à manger des dragibus, pardon pour la pub. Et puis au final, je me dis, j'ai rien mangé, c'est pas terrible, et j'ai le même effet avec les réseaux sociaux. Les jeux vidéo sont beaucoup plus diabolisés, souvent, régulièrement, dans les médias ou ailleurs. Alors qu'en fait, s'ils sont encadrés et bien suivis, il suffit un petit peu de connaître le sujet. Il s'avère que moi, je suis quelqu'un qui joue et qui a joué. On n'est plus de la moitié des Français à jouer. Vous savez de quoi vous parlez, alors, ça c'est bien. Oui, en tout cas, je sais vers quoi je veux bien que mes enfants aillent et ce vers quoi je veux bien que mes enfants n'aillent pas. Je vais citer un exemple pour refaire le lien avec les réseaux sociaux. Il n'y a pas de jeu en ligne à la maison. Mes enfants ne jouent pas en ligne. Moi non plus, pour une raison très simple, c'est que c'est chronophage et qu'il y a exactement les mêmes dynamiques dans le jeu en ligne que dans les jeux vidéo, le même vice, à savoir la rétention. Ce sont des jeux gratuits, comme les réseaux sociaux le sont, gratuits. Et évidemment, on est dans une société capitaliste, comme le disait le père Pouliken, et que l'objectif, les éditeurs de jeux vidéo comme les éditeurs de réseaux sociaux gagnent de l'argent en vous conservant à l'intérieur.
Il y a des mécaniques qui sont intéressantes, mais qui sont un peu longues à expliquer. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les jeux vidéo, et pas que, Vinted, Airbnb, tous les médias dans lesquels, tout ce qu'on utilise au quotidien sont faits et sont construits comme les réseaux sociaux. Vous êtes encouragé à noter. Vous êtes donc encouragé à faire bien sur Airbnb, sur Vinted, pour avoir des étoiles. Vous avez exactement le même principe qui revient dans les jeux vidéo, dans les médias sociaux comme YouTube, qui n'est pas véritablement un réseau social à proprement parler, mais qui fonctionne de la même manière. Comme TripAdvisor, comme Vinted, comme Airbnb, tout est construit à la manière des réseaux sociaux, avec ce monde dans lequel on tend, qui était très bien décrit dans un épisode de Black Mirror, et qui se retrouve dans certains pays exactement comme ça, où vous êtes noté, vous êtes liké, et socialement, ça a des implications dans votre vie. Il y a des pays aujourd'hui où, selon votre note, vous allez avoir plus de facilité à obtenir un crédit à la consommation, un crédit immobilier ou non. Parlons de la Chine, c'est ça voilà, c'est déjà le cas, je crois. Oui, c'est déjà le cas. Père Tanguy-Marie Pouliquin, ça fait quand même peur d'entendre tout ça, non? Un petit peu. C'est difficile, je trouve. Le pape, finalement, résume bien les choses en disant jésuitiquement, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça, mais à sa façon toujours de pondérer son discours, dire oui, il y a quand même du bon. Effectivement, on le disait même là, tous les trois ensemble dans ce studio. Pendant le Covid, ça nous a quand même un peu sauvés. On a quand même parlé à des gens, à nos proches, et d'une façon ou d'une autre, ça nous a quand même sorti d'affaire, socialement parlant. En revanche, tout ce qu'on entend là, c'est quand même un biaisement total. C'est devenu un leurre, en fait, absolu, cette histoire. Et ça va plus le temps passe, et plus les années passent, et plus le progrès avance, plus l'IA gagne du terrain, plus nous sommes comme des pions de chez pions, quoi. On devient nous-mêmes parfois des robots aussi. J'entends le discours de Séville à notre insu, en plus. Une robotisation des relations sociales, point d'interrogation. Père Pouliquin, est-ce que vous diriez ça, ou est-ce que je vais beaucoup trop loin? Ah, il est avec nous? Et non, il n'est plus avec nous. On va peut-être tenter de le joindre. Père Pouliquin, nous avons retrouvé. Tout est une question d'éducation, et d'éducation intégrale, et par rapport au numérique, de posture. Moi, une de mes thèses, c'est de dire l'avenir du monde dépend de notre posture par rapport aux écrans. Donc il faut savoir se positionner, retrouver l'écran comme un moyen. Une éducation complète, elle travaille la concentration, elle stimule l'attention, et pour arriver à l'intention, c'est-à-dire à un sujet qui s'engage, moi, de manière unique, qui va parler avec quelqu'un et qui, en présence de l'autre, va l'accueillir comme un présent au présent. Donc il y a quelque chose d'une sorte de grâce liée aussi à la nature, mais aussi à la qualité de la relation. Et tout l'enjeu, c'est d'aider les gens à la qualité de la relation. Pour les jeux vidéo, je pense qu'une antidote immédiate, c'est que les parents jouent avec leur enfant. Et à ce moment-là, il y a une relation fraternelle, paternelle entre l'enfant qui ne demande que ça. D'ailleurs, il s'enferme dans le jeu vidéo parce que ses parents n'investissent pas assez la relation. Donc, pour une part, il peut y avoir un levier éducatif on joue ensemble, et à ce moment-là, on demande le parent demande à l'enfant qu'est-ce que tu fais? Il y a des éléments de lecture, de dialogue, d'échange émotionnel, et en fin de compte, de satisfaction d'être ensemble. Vous savez, anthropologiquement, la personne se construit en profondeur si elle s'affirme de manière unique, comme un jeu, mais si elle arrive à parler à quelqu'un comme un jeu tue. Et si ensemble, on co-construit quelque chose comme un nous. Un jeu tue-nous. Et aujourd'hui, la culture, le capitalisme numérisé ou la capitologie ambiante nous isole dans un effet de bulle de jeu. C'est l'individualisme. Parce que comme ça, on nous vend au maximum des choses individuelles et on rapporte au maximum des sous. Il faut aider l'enfant à retrouver finalement son aspiration la plus profonde, c'est-à-dire d'être lui-même en relation de confiance avec un tu, c'est d'abord ses parents. Voyez, il doit retrouver ce que dit, voyez, le premier message du nouveau dicaster de la communication dit il faut restimuler des vraies appartenances. Et la vraie appartenance, c'est l'appartenance familiale, c'est l'appartenance des groupes qui ont des valeurs communes. Et parfois, le numérique nous disperse dans des valeurs très, très, très
superficielle. Il faut retrouver cette appartenance, d'être content, d'être ensemble, et sinon on va s'isoler. Tout à l'heure on citait des chiffres. La génération iGen, donc celle qui est née à partir de 2000, elle sort 28% en moins. Elle voit moins ses amis, moins 32%, etc. Et elle se balade de manière détendue en ville, de manière moins 20%. Donc, parce qu'elle est isolée. Elle est isolée. La généralisation du smartphone, c'est 2012 aux États-Unis. Et à partir de là, ça se répand dans le monde entier. Ouais, dans la construction, vous en parlez, Sylvie Chauvron, j'en fais tomber mon stylo. Dans la construction des cerveaux de nos chers ados, c'est une catastrophe, clairement, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des ados? Alors, pas seulement dans la construction du cerveau, je rebondis sur ce que vient de dire le père Pouliquen, parce qu'il y a des études très sérieuses qui sont sorties récemment, qui montrent, alors je ne veux pas alarmer les parents qui nous écoutent, mais qui montrent que clairement, autant avoir des relations réelles est prédicteur d'une bonne santé physique, mentale, même d'une meilleure longévité, autant augmenter les relations virtuelles est prédicteur d'anxiété et de dépression, et en particulier chez les jeunes, chez les adolescents et les jeunes adultes. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, même si vous l'avez déjà un peu dit au début, mais moi j'aimerais bien savoir pourquoi? Parce qu'en fait, cette surutilisation des réseaux sociaux, elle fragilise énormément les adolescents, et en particulier les jeunes filles, parce que la première source de dépression et d'anxiété, c'est la comparaison avec l'autre. C'est la comparaison corporelle, physique, c'est la comparaison de sa propre vie par rapport à des vies idéalisées. Même si tous les ados savent que tout le monde retouche ses photos, il n'en reste pas moins que quand vous regardez la photo de l'autre, vous avez l'impression qu'il est plus beau. On est jalouse. Exactement. Et donc, en fait, il y a vraiment une fragilité sur le plan psychique qui est liée à une forme de dévalorisation des adolescents et surtout des adolescentes qui se dévalorisent vis-à-vis de ce qu'elles voient sur les réseaux. Et donc, il y a eu une étude très sérieuse aux États-Unis qui a montré que réduire de 10 minutes Facebook, Snapchat et Instagram réduisait de manière significative la dépression et l'anxiété chez les jeunes. Wow. Il y a eu une autre étude qui a montré qu'effectivement, si on demande aujourd'hui à des adolescents s'ils ont déjà pensé au moins une fois, entre une fois et 5 fois, ou entre 5 et 10 fois au suicide, on a des nombres d'adolescents qui répondent qu'ils ont pensé plusieurs fois au suicide, de plus en plus importants avec l'utilisation des réseaux. Et donc, quand on dit que ça génère de l'anxiété et de la dépression, c'est pas juste une façon de parler, c'est vraiment des pensées suicidaires chez les adolescents les plus fragiles et chez ceux qui sont le plus enclins à la dévalorisation. Et donc, du coup, vous me posiez la question aussi du développement cérébral. Ouais. L'adolescence, c'est une période de grande fragilité en termes de développement cérébral, parce que il y a une remise en question de certaines choses qui ont été acquises, mais il n'y a en même temps pas vraiment de principes bien établis, d'expériences très solides pour se positionner face au monde qui nous entoure. Et donc, on sait bien que c'est pour ça qu'à l'adolescence, les jeunes sont extrêmement sensibles aux fake news, aux théories complotistes, parce qu'il y a une tendance à aller adhérer à ce que pense le plus grand nombre et à s'identifier à la masse. Et c'est ce que font les réseaux. Et quand les réseaux utilisent des algorithmes, finalement, ils vous embarquent dans des choses, ils vous entretiennent dans des choses que vous avez déjà pensées, ou ils vous embarquent en vous faisant croire que tout le monde pense ceci ou tout le monde pense cela, alors qu'en réalité, pas du tout. Donc, c'est en ça qu'ils sont très fragiles. Et effectivement, pour rebondir sur ce que vous dites, Sylvie, les algorithmes et cette volonté de nous laisser captifs du réseau social, le père Pouliquen en parlait tout à l'heure, provoque ce qu'on appelle deux notions importantes, ce qu'on appelle la bulle de filtre et une autre notion qui s'appelle la chambre d'écho médiatique. Et pour essayer de résumer ça, en fait, comme le réseau social sait ce qui vous... Alors, c'est pas ce qui vous plaît d'ailleurs, pour rester très précis, c'est ce qui vous fait réagir. Le réseau social ne fait pas fondamentalement de différence entre ce que vous likez ou ce que vous commentez en disant que vous détestez. Je m'explique pour rester simple. Lui, ce qui l'intéresse, le réseau social et l'algorithme, c'est que vous soyez là. C'est que vous partagiez, c'est que vous réagissiez, c'est que vous likiez. Que vous détestiez ou que vous adoriez, il s'en fiche. Concrètement, c'est une émotion, c'est une réaction.
Le problème que ça provoque, c'est qu'il va vous envoyer toujours le même type d'informations. Vous aimez les chats, il va vous envoyer des chats. Vous êtes fasciné ou vous êtes, révulsé par le conflit en Ukraine, il va vous abreuver d'images sur le conflit en Ukraine. Résultat, vous vous retrouvez dans une bulle de filtre où votre monde de réseau social ne tourne que autour de ça. Et en plus de ça, ce que ça va provoquer, c'est que ça va vous donner l'illusion que le monde entier est comme vous, ce que vous dites, c'est-à-dire c'est ce rapport à la masse. Donc si vous avez ne serait-ce que le doute du fait que la Terre soit plate, par exemple, eh bien vous avez très rapidement, vous risquez d'avoir la sensation que le monde entier, que beaucoup de monde sont d'accord avec vous. Et ce qui crée derrière, et ce que je trouve extrêmement dangereux, et je ne mets pas ça, en compétition avec ce que vous dites, Sylvie, sur la construction psychologique, parce que je suis extrêmement effrayé de ce que vous dites, mais c'est la polarisation de ce que ça provoque en termes des avis. Aujourd'hui, j'ai la sensation que même dans la vraie vie, même dans les vraies conversations avec les gens, il n'y a plus de... on se retrouve à être farouchement pour mais c'est ce que dit le pape complètement François, contre. Il dit, mais attendez les gars, revoyez vos ennemis, considérez vos ennemis et puis rencontrez-les, quoi, de façon authentique, parce que vous allez voir que finalement, les réseaux sociaux créent une espèce de division d'emblée. Absolument. Comme ça, de sentiments de guerre et je sais pas, un élément haineux, quoi. En fait, c'est d'un point de vue neuropsychologique, ça s'explique très bien, parce que l'utilisation des réseaux, c'est vraiment le règne du clic. Donc, il n'y a pas de réflexion, c'est un temps de réaction très court. Donc, on vous oblige à prendre position, oui, non, j'aime, j'aime pas. C'est vraiment ça le principe. Hein. Je like ou pas. Pouce en l'air, pouce en bas. Et donc, finalement, ça pousse les gens à arrêter de réfléchir, à arrêter de débattre, à arrêter de peser le pour, le contre et d'être gris. Ça vous pousse à être blanc ou noir, en fait, et très rapidement. Et de rester... ancré sur vos positions, puisque de toute façon, vous allez être entretenu dans vos positions. Donc, du coup, c'est la culture de l'absence de réflexion, de la décision sans réflexion. Donc, pardon pour le terme, une espèce d'anonymisation de la société. Merci les réseaux sociaux, merci les GAFAM. Merci. En attendant, nous nous séparons quelques instants, cette fois en compagnie de Calogero, bien évidemment, et sa pomme C. À tout de suite. Calogero l'avait déjà pointé dans sa pomme C. Voilà, à l'heure où nous parlons des réseaux sociaux. Sont-ils en train de broyer, effectivement, de noyer nos relations humaines, de les transformer? Ça, c'est sûr. Nous en parlons avec Sylvie Choqueron, le père Tanguy Marie Pouliquin et Benjamin Perrier. Effectivement, nous en parlions à l'instant ensemble, tous les trois, et puis tous les quatre, père Tanguy Marie Pouliquin. Peut-être une réaction à ce qui a été échangé juste avant cette petite page musicale autour toujours de cette évolution, de voir la disparition de la qualité, de la profondeur de nos relations humaines. Et c'est vrai que, comme le disait Sylvie Choqueron, ça me faisait penser au mail d'une auditrice qui m'a d'ailleurs poussé à concocter cette émission aujourd'hui, qui disait: c'est étonnant parce qu'il y a quelque temps, j'ai été à l'enterrement d'une grande tante dont j'étais très proche, et puis j'ai l'impression que je n'ai rien ressenti. Finalement, j'ai l'impression que les réseaux sociaux nous montrent tellement de vidéos, nous parlent tellement de choses très émotionnelles, très hautes en couleurs, que du coup, dans la vraie vie, ça s'efface presque comme par enchantement, parce que comme s'il y avait un programme dans notre cerveau qui était désensibilisé. Alors on demandera à la évidemment la neuropsychologue qui est avec nous, ce qu'elle en pense, si c'est normal ou pas. Mais Père Tanguy et Marie Pouliquin, à la lumière de tout ce qui a été dit, qu'est-ce que ça vous inspire, cet exemple? Beaucoup de choses. Et beaucoup de choses aussi. Il faut bien sûr rester plein d'optimisme si on prend bien les choses en main d'un point de vue éducatif, et puis dans l'exercice de j'aime beaucoup le mot responsabilité, c'est-à-dire notre capacité de donner une réponse à l'appel de la vie. Alors, il est social, l'appel de la vie, mais il est avant tout naturel et spirituel. Alors, dans une société qui développe la religion du clic, je pense qu'il nous faut nous réapproprier une spiritualité de la lenteur,
c'est-à-dire qui impliquera nécessairement, et ça c'est une sorte de règle, de règle qu'on va se donner, chacun doit écrire sa charte finalement d'utilisation de son smartphone, de ses écrans. Les Français en moyenne passent 10 heures par jour devant un écran, donc plus de la moitié du temps éveillé, c'est-à-dire, voilà, et il faut retrouver cette lenteur, ce positionnement, savoir décrocher, mais se réapproprier finalement cette juste distance, passer de réaction-passion, parce que en gros le numérique nous évalue à nos réactions. Ces réactions, elles nous maintiennent dans un niveau finalement de manière d'être superficielle, émotion, passion. Non, il faut revenir au discernement, voyez, cette capacité de discerner nos racines. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Les jeunes aujourd'hui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Parce qu'on veut tous la même chose, on veut quelque chose d'infini. Alors ils ont l'impression de trouver cet infini dans une forme de complétude numérique qui les remplit, et à la fin, berk. Ce qui remplit profondément, c'est la vie spirituelle, c'est la méditation, c'est la prière, c'est les valeurs non négociables, c'est nos racines. Saint François de Sales dit « Si tu ne sais pas d'où tu pars, tu n'iras nulle part. » Vous voyez, savoir d'où on part, savoir d'où on parle, savoir comment on regarde, d'où on regarde. Vous voyez, le maître mot du pape François, l'année dernière j'étais à un colloque au Vatican avec lui, il a fait une superbe intervention, c'est le mot proximité que vous venez d'évoquer. Savoir être proche de l'autre. Le rencontrer, être proche. Est-ce que les écrans nous rapprochent? Non. Ce qui nous rapproche, c'est d'avoir quelqu'un, on l'a dit au début de l'émission, c'est de voir quelqu'un, c'est de le sentir, et notre cerveau, notre cœur, notre sensibilité profonde se met en phase avec lui. Donc il faut sortir de nos cockpits de verre, de notre filet technicien. De métavers même, Oui, du métavers, et puis à l'heure de ChatGPT. Vous savez, moi je viens de finir le livre de Laurent Alexandre sur le capitalisme de l'intelligence à l'heure de ChatGPT. Vraiment, attention, un chiffre que je trouve très intéressant du point de vue du glissement des opinions profondes, puisque lui, ses deux thèses, c'est de dire que dans quelques années, on va nous mettre des implants dans le cerveau pour numériser notre cerveau, parce qu'il va falloir concurrencer l'IA qui ira trop vite, et puis on va transformer le génome humain. Il dit que la moitié des Chinois sont d'accord et 28% des Américains sont d'accord. Oui, c'est-à-dire que les opinions, pour l'instant, commencent à glisser. Il y a une sorte de propagande, je dirais, numérique, qui progressivement prend notre cerveau et va aligner notre réaction de bon sens, et on va nous vendre, et on va être d'accord avec ce qu'on va nous vendre. Du discernement, de la critique, des racines, et puis de la profondeur de réflexion. Voilà une petite antidote pour être optimiste. L'esprit critique, pas l'esprit de critique. Sylvie Choqueron, c'est quand même mal barré tout ça. C'est vrai que ces chiffres sont assez 28%. C'est quand même effrayant, ça fait froid dans le dos ces chiffres. Oui, alors moi je vais vous rassurer tous. Cerveau, tout ça. Non. Alors je vais vous rassurer tous. Par rapport à ça, parce que le discours de Laurent Alexandre, il est extrêmement angoissant, mais il recouvre pas quand même la réalité neurologique. Parce que on sait bien, nous, chercheurs en neurosciences, qu'on ne peut modéliser que ce qu'on connaît du fonctionnement du cerveau. Et on sait bien aussi que la majeure partie de nos processus cognitifs est inconsciente, qu'on ne peut pas la modéliser, et qu'on ne pourra pas donner ces capacités à l'intelligence artificielle, aux robots, etc. Donc l'inconscient restera toujours. On ne peut fabriquer que des machines très partielles. Et tout le travail qu'on fait tous aujourd'hui, moi j'ai collaboré avec l'OCDE là-dessus, sur un énorme projet qui est comment éduquer nos enfants à l'heure de l'intelligence artificielle, pour qu'ils puissent valoriser leurs capacités, pour qu'ils puissent garder justement une supériorité du fonctionnement cérébral humain sur la machine. Et donc tout le monde est très conscient de ça. Et la solution n'est pas, comme propose des fois Laurent Alexandre, de sélectionner les cerveaux les plus intelligents qui peuvent combattre avec des machines, parce que ça, c'est quand même des théories un peu effrayantes. C'est plutôt d'apprendre à développer et à conserver les capacités qui nous sont propres. Par exemple, les machines ne peuvent pas faire de choix, et encore moins sur leurs émotions. Et donc, nous, on peut faire ça.
Et donc, nous, il faut qu'on valorise tout ce qui est valorisable. Et donc, du coup, par contre, là où c'est vrai, il faut alerter les gens et il faut faire attention à ce qu'on propose aux jeunes et aux adultes de manière générale, c'est qu'il y a de plus en plus de recherches qui montrent que les gens ne supportent plus d'être seuls avec leurs pensées. C'est-à-dire qu'il y a une expérience qui a été faite aux États-Unis qui montre que des jeunes gens, des étudiants, préfèrent s'envoyer un électrochoc désagréable, donc une stimulation électrique qu'ils ont jugée comme désagréable, plutôt que de ne rien faire, d'être seul dans une pièce à penser. D'accord ? C'est-à-dire, c'est vous dire à quel point on a du mal à rester seul avec nos pensées. Et donc, cette étude, elle a été reproduite dans 11 pays, avec des cultures complètement différentes. Et on a montré que tous les sujets, adultes, pas que des étudiants, préfèrent se ruer sur leur téléphone, sur la télé, sur n'importe quoi, plutôt que de rester seul à penser. Donc, on est arrivé à une situation là où on ne supporte plus qu'on nous impose le silence, qu'on nous impose la réflexion, qu'on nous impose le débat intérieur. Ouais. Qu'est-ce que je pense de ça ? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça avant ? Est-ce qu'après, je devrais faire ça ou pas ? Donc, on a énormément de mal à faire ça. Et c'est vrai, je pense que le père Pouliquen ou Benjamin penseront comme moi, c'est vrai qu'il faut réapprendre à être seul avec ses pensées, à être dans le silence. Donc récemment, j'ai écrit un article dans Le Monde sur les bienfaits du silence. Et je pense que le père Pouliquen me rejoindra. Il faut réapprendre l'absence de stimulation, l'absence de réaction immédiate, la réflexion vraiment qui prend du temps, le débat, soit interne, soit avec les autres. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on conseille aux parents d'enfants jeunes ou d'adolescents de débattre. Il vaut mieux se disputer pendant 1 heure à table qu'être chacun sur son écran, ou que être sur chacun, d'avoir été soumis à des informations spécifiques que l'algorithme de chacun aurait choisi. Il vaut mieux mettre un sujet sur la table et se disputer plutôt que de laisser les gens s'enfermer dans une pensée unique dictée par les algorithmes. C'est quand même terrifiant tout ça, Benjamin Perrier. Je suis particulièrement sensible à cette idée d'être seul avec soi-même et de la difficulté d'être seul avec soi-même et de réapprendre le temps long. Moi, je me pose une question sur demain, en fait, concernant les réseaux sociaux et notamment sur l'influence grandissante de l'intelligence artificielle. Moi, je me suis fait une réflexion. Qui est aujourd'hui l'intelligence artificielle, manuscrite ou même, graphique, mais je pense à ChatGPT. Elle est basée et fondée sur l'étude de textes écrits par nos pairs, êtres humains, hommes, femmes, par nous. Si le raz-de-marée des décrits par l'intelligence artificielle arrive véritablement, je n'ai pas la réponse à ça, mais moi j'aimerais savoir comment on va en parler dans 10 ans et sur quoi, dans 10, 15 ou 20 ans, va se fonder l'intelligence artificielle dans 10 ans ou dans 20 ans. Et oui. Elle va s'auto-alimenter finalement. Puisqu'en gros, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la pensée humaine va se réduire. Je schématise, mais va s'arrêter en 2023 à partir du moment où on a laissé les vannes ouvertes sur... Moi, si j'ai bien compris le discours de Sylvie Chocron, c'est non, en fait, puisqu'il échappe notre à Notre rôle, il y a un rôle à jouer. Voilà, notre rôle, c'est très bien qu'il y ait des machines qui fassent certaines tâches, c'est très bien. D'accord ? Il y a des tâches pour lesquelles les machines vont être meilleures que nous, parce que ce sont des machines, et parce qu'elles peuvent traiter des milliers d'informations sans aucun état d'âme, sans être fatiguées, sans être débordées, en parallèle. C'est très bien. Donc, à nous de choisir les tâches qu'on veut déléguer. Ouais. Et à nous de garder les compétences qu'on veut garder. Mais pour ça, il faut un minimum d'introspection. C'est-à-dire qu'il faut être quand même capable de voir ce qu'on n'est plus capable de faire et ce qu'on est encore capable de faire. Père Tanguy, Marie Pouliquen, ça c'était un vrai... Comment peut-on dire ? Une vraie menace, effectivement, la difficulté à ne pas... Alors là, je m'adresse aux prêtres que vous êtes, la vie intérieure chez nos prêtres également, qui sont très présents sur les réseaux sociaux, les plus jeunes peut-être d'entre eux, et puis tout simplement tous les jeunes de la société et tous les gens en général. Mais c'est vrai que c'est une vraie menace, ça, pour les générations à venir, non ? Ben oui, on est dans une culture du divertissement, donc de l'éparpillement.
On connaît tous la belle citation de Pascal, Blaise Pascal. Tous les problèmes du monde se résument à une seule chose, hein, ne pas être bien avec soi-même, tout seul dans sa chambre. Et ben, pour lui, dans sa chambre, c'est en présence de Dieu. Vous savez, la clé, c'est le sens de notre vie sur Terre, hein, on peut en parler, hein, c'est de nous préparer à nous unir entièrement à la présence absolument aimante de Dieu, qui nous aime. Donc, est-ce que les réseaux sociaux nous aident à nous sentir aimés ou pas aimés? Peut-être ils nous dispersent et ils nous enlèvent l'essentiel. L'essentiel, c'est bien cette présence du cœur, c'est la prière. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un glissement entre, c'est ce que dit le pape dans la date aussi, il dit il y a un paradigme technocratique qui met la puissance au centre. La puissance de la technologie fascine, alors que la présence de Dieu, elle attire, elle est gratuite. Vous voyez, il y a une sorte de match entre un cœur qui est attiré vers l'extérieur, vers le monde des passions et de l'agitation, avec aussi ce qui est beau aussi dans le monde numérique, qui permet aussi des relations, hein, de préparer des grands rassemblements et autres. Et puis tout ce monde de l'intérieur, un cœur qui est tiré vers l'intérieur et qui s'aime lui-même, qui se sent aimé par Dieu, qui se sent aimé par les autres, qui s'accepte lui-même et qui laisse la grâce, la présence, vous voyez, la parole de Dieu, qui laisse l'Eucharistie, les sacrements, et tout ce qui est vraiment à la racine de la vie, la bénédiction de Dieu nous bénir. Donc ne nous laissons pas, vous voyez, prendre par cette fascination de la puissance, laissons-nous attirer par la beauté de la présence, hein, Catherine de Sienne qui dit, hein, l'amour du silence conduit au silence de l'amour, vous voyez, et ce silence de l'amour, il est accessible partout, sans écran. Alors, je ne pense pas que Sylvie Chaugrand, vous auriez pu citer Sainte-Catherine de Sienne, hein, en fin d'article, en fin de papier. Moi, j'ai cité Pythagore, qui disait à peu près la même chose. Mais alors oui, je voulais rebondir sur ce que disait le père Pouliquen, parce que alors je dis pas parce que moi je suis pas sur les réseaux, mais si les gens sont tellement addicts aux réseaux, c'est qu'à chaque fois que vous voyez quelqu'un aimer votre post, vous avez, on n'en a pas parlé, une petite décharge de dopamine dans le cerveau. Et la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Ouais. Mais je rappelle à tous les auditeurs que dans le cerveau, on a une région du plaisir pour tous les plaisirs qu'on prend. Et certes, le plaisir, il est immédiat à chaque fois que vous voyez que quelqu'un vous répond ou like ce que vous avez mis. Mais on peut aussi avoir du plaisir de manière à un rythme, à une échelle complètement différente de temps. Et on peut réapprendre, comme disait le père Pouliquen, à prendre du plaisir dans des situations qui ne sont pas aussi immédiates. D'où l'intérêt, de retrouver ce qui nous fait plaisir pour pouvoir compenser, du coup, ce plaisir très immédiat et presque automatique que les gens ont quand ils sont sur les réseaux. En gros, il n'y a pas que le coca et les bons becs dans la vie. Exactement. On est bien d'accord. Eh bien, merci, chers invités. Merci également à Dimitri Louet pour la réalisation de cette émission. Merci à Jessica Vianini pour l'avoir aussi bien préparée. Sylvie Chaucron, Père Tanguy, Marie Pouliquen et Benjamin Perrier. Merci infiniment. Merci Marie-Ange. Merci Marie-Ange.